Aujourd'hui, on est en présence de Paul Scortesia, directeur chez Urban Comics. Urban Comics qui ne fait pas juste traduire des comic books de DC, mais qui offre des collections beaucoup plus léchées et des produits complètement différents de ce qu'il y a dans le catalogue de chez DC. Et on parle aussi des trucs chez Image et d'autres comic books, d'autres éditeurs indépendants américains. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, comme on a pu se parler tantôt, vous êtes toujours un passionné de BD qui a fait sa carrière derrière les bureaux pour faire rayonner la bande dessinée. Voilà, tout à fait. Moi, donc j'ai commencé en librairie générale, puis ensuite en librairie spécialisée bande dessinée. Ça, voilà. Et puis ensuite, je suis passé à l'éditorial pendant plusieurs années au Lombard. Et ensuite, on m'a confié la licence d'ici pour monter donc Urban Comics. Voilà. Dès le début de Urban Comics, Paul Scortesia était là. Voilà, tout à fait. J'ai constitué toute une équipe avec François Hercouet, le directeur éditorial, Charles Lecac, la webmaster, et Yann Graff, l'assistant éditorial. Et donc à eux trois surtout, hein, et puis bon, mais, enfin, en tout cas, voilà, trois passionnés, ils ont fait ce qu'est Urban aujourd'hui. Qui est vraiment intéressant. Comme dernièrement, ils ont embarqué dans l'aventure du Batman Day pour faire une gratuité pour cette journée-là. Ils ont fait des trucs comme la collection Nomade qui permet, même je voulais vous le dire tantôt, même des gens qui collectionnent ici du comic book américain en version originale anglaise seulement, sont quelquefois attirés par vos éditions et ils ont même acheté des trucs. Ils disent, je ne l'ai pas celui-là, j'aimerais mieux l'avoir en anglais, mais le prix est tellement bon qu'ils achètent du Urban. Oui, ça a été fait, le format poche a été pensé effectivement, et en plus en pleine inflation mondiale, ça a été pensé justement pour que des gens puissent lire quand même du comics à des petits prix, ou des amateurs de comics qu'on a aussi, qui hésitaient à lire tel ou tel titre et qui se sont dit finalement, allez, comme c'est pas très cher, je vais quand même le lire, et voilà. Même si je suis déçu, c'est pas très grave, c'est pas très cher. Et le titre Nomade fonctionne bien parce que j'ai un client justement qui m'a dit qu'il en profitait pour mettre dans ses bagages lors de ses voyages. Voilà, et ce qui est pratique, c'est qu'effectivement, pour aller à la plage avec, les voyages, c'est pas très lourd, c'est pas très encombrant, donc voilà. Et c'était une bonne idée historiquement de François Hercouet, qui justement s'était fait le constat avec son épouse en disant mais on embarque des tas de comics à la maison, c'est trop lourd en voyage, donc voilà, créons des poches. D'ailleurs, on a reçu justement un de vos projets qui est rendu chez DC. Donc, on voit ici, j'ai Ah oui. des nomades, mais là, j'ai la version anglophone publiée par Ah, DC qui commence à rentrer ici. On a reçu ça il y a 2 semaines déjà. ouais. Et alors, est-ce que je peux voir à l'écran si c'est exactement le même format? Ils sont vraiment D'accord. Ah oui, égales. c'est vraiment, ouais, c'est ça, ouais. Ok, Si je mets voilà, d'accord. la même hauteur. Ah oui, ouais, ouais. Ouais. Oui, là, il y a un Jusque-là, on truc. voit le DC avec le Urban en bas. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Et oui, on a vu ça, bah, on a pris ça, je crois que c'était il y a quoi, il y a 6 mois maintenant, que l'idée allait être reprise chez DC, parce que je pense qu'on en vient tous aux mêmes conclusions, c'est qu'on est aussi sur un marché qui est un petit peu en souffrance en ce moment, c'est qu'il y a une crise économique en tout cas qui touche l'édition, on va dire française, mais parce qu'on a eu 2 années au sortir du Covid qui étaient exceptionnelles. Forcément, il y a un petit retour à la normale, mais il y a ce besoin toujours de trouver une manière en fait d'intéresser les lecteurs, surtout de faire rentrer de nouveaux lecteurs. Nous, c'est vraiment ce qu'on a de chevillé au corps depuis la création d'Urban en 2012, c'est vraiment d'intéresser le plus grand nombre possible de lecteurs et de lectrices, et pas de se contenter des lecteurs qui vieillissent avec nous, hein. Donc ça, c'est pas trop dans notre intérêt. Donc nous, on va plutôt s'adresser à leurs enfants, à leurs parents, à leurs cousins, leurs petites amies et leurs petits amis. Enfin, l'idée, c'est vraiment à chaque fois d'agrandir le cercle un petit peu des lecteurs et des lectrices. Et Nomad rentre complètement dans cette optique-là, en faisant baisser le ticket d'entrée, puisqu'on est vraiment sur des prix qui sont très, très accessibles. Et puis, ce sont des livres qu'on a, nous, déjà amortis financièrement depuis un sacré moment. Donc, là-dessus, on est vraiment sur un petit peu enfin, un petit peu un renouveau. C'est un petit peu comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Une nouvelle mue, en fait, pour Urban. C'est on a été connu pour faire des gros bouquins avec un dos noir, avec vraiment
une charte très sombre, avec grosse pagination. Enfin, en gros, des bouquins qu'on peut difficilement transporter ou qu'on emmène rarement avec soi en vacances. Et puis, on s'est dit, bah, tiens, pour nos 10 ans, parce qu'on a sorti Nomade en 2022, on s'est dit, on va renverser complètement la table et on va aller là où on nous attend vraiment pas. Donc là où on avait un petit peu institutionnalisé ce gros format, enfin, le cartonné déjà, qui n'était pas forcément monnaie courante sur du super-héros, en tout cas en France, bah, c'est quelque chose voilà, qu'on a su ériger en espèce de modèle. Et ben, on a complètement renversé la chose avec Nomade en faisant du souple, petit format, avec plutôt une charte graphique toute blanche, toute immaculée. Et donc, ouais, donc c'était intellectuellement, c'est toujours très satisfaisant de sortir un petit peu de ce qu'on sait faire, de se mettre aussi un petit peu en danger, parce que c'était un vrai pari. Et le pari a été remporté. C'est qu'on a vraiment de la part des libraires, mais peut-être que vous pouvez me le confirmer ou pas, je suis curieux, mais l'arrivée de nouveaux lecteurs, de nouvelles lectrices qui viennent pour le prix et qui restent pour le contenu. Et du coup, ils découvrent une culture comics qu'ils n'auraient peut-être pas connue sans ce marchepied que peut être Nomad. Vous avez quand même été au-delà de ce que vous pensiez faire, car oui, mes lecteurs qui ne consomment que du francophone se sont, euh, ont été très heureux de l'arrivée des nomades, mais j'ai des lecteurs qui ne consomment, du côté collection, qui ne consomment que de la BD américaine version anglaise, qui, Mhm. à cause du prix, ben, ils ont été dans le nomade. Pour vrai, vous avez été chercher là, des gens qui ne s'attendaient pas à acheter vos produits. Ah ouais, cool. Ah ouais, c'est Bon, formidable. ah ouais, c'est super. Super. Bah, c'est vrai, c'est vraiment une. Merci hein, pour le retour, parce que c'est vrai que tous ces genres de retours sont ultra importants. Parce que si on s'était écouté que nous et que nos doutes, et puis parfois on fonctionne un peu en vase clos, on ne sait jamais. En fait, en tant qu'éditeur, on a surtout beaucoup d'intuition. On a une intuition qui se nourrit de notre propre perception, de notre propre sensibilité au parcours de lecteur, mais qui va dire se vérifie. Vraiment, c'est le marché qui va valider ou pas enfin, les idées, qui va dire si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée. Parfois, ça peut être une bonne idée, mais qui va venir trop tôt, ou en gros, le marché n'est pas prêt, les lecteurs sont pas là. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Et heureusement, l'inverse est vrai, c'est qu'on peut aussi précéder quelque chose, créer parfois aussi un besoin. Ça, c'est en gros répondre à une question que les gens ne s'étaient pas posée encore. Voilà. Donc ouais, non, moi je considère on a cette chance chez Urban et puis moi j'ai cette chance notamment avec Paul qui est notre directeur qui nous laisse en fait expérimenter. Ça c'est très important pour pas en gros tourner en rond dans le même bocal quoi avec une novicier. C'est que l'idée c'est vraiment à chaque fois de se mettre un petit peu en danger, de se remettre en question, de rien n'est acquis, c'est vrai. Rien n'est acquis et c'est voilà, au bout de 10 ans, c'était le moment un petit peu de changer un petit peu de braquet, d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire autrement. Et puis on a continué. C'est vraiment c'est Nomade n'était qu'une étape parmi notre évolution, parmi les différents formats qui vont marquer un petit peu la deuxième décade d'Urban Comics. Surtout, vous faites de magnifiques albums, la- les objets, le livre est vraiment magnifique à chaque fois. Puis il y a toujours des, euh, des bonus, des couvertures, des entrevues, des mots de l'auteur qu'on n'a pas du côté des versions originales. Oui, oui, c'était vraiment une volonté éditoriale, c'est-à-dire lorsqu'on achète un titre, il y a vraiment tout le contour aussi. Donc effectivement des interviews d'auteurs qui parlent d'auteurs, des bonus à droite à gauche, etc. Donc, parce que des fois il y a des bonus éparpillés. Il y a, par exemple Watchmen, il y avait eu des couvertures qui étaient sorties en Angleterre inédites, donc on les a rajoutées, etc. C'est-à-dire que chaque fois. Et puis il y a un côté explicatif, parce que c'est vrai que c'est un monde quand même assez immense. Et donc souvent il y a un petit peu une explication pour guider un peu le lecteur qui démarrerait. Évidemment celui qui connaît, il n'y a pas besoin, mais celui qui ne connaît pas, voilà, il a une explication. Donc ça a été pensé comme ça dès le départ. Même vous avez tenté l'aventure des couvertures variantes là, depuis quelques années. Il y a pour certains choix. Donc justement, on regarde Deceased, qui avait deux couvertures. Et même la première série, il y en avait même plusieurs. Là. Il y avait le Superman, le Wonder Woman, puis le Batman en zombie, qui était variante à la couverture originale. Exact. Oui, oui. Oui, on fait, ça c'est le principe plus américain, Ouais. il y avait des couvertures variantes, on ne va pas en faire non plus des tonnes, mais par exemple dans les innovations historiquement, vous avez fait des versions noir et blanc Oui. qui n'existaient pas aux Non. États-Unis. Effectivement, vous avez fait quelque chose que DC n'offrait pas. Voilà, en tout cas, auquel ils n'avaient pas pensé, alors ils l'ont fait depuis. Oui, ils ont suivi Urban. Mais
Voilà, donc il y a des choses comme ça. On avait fait aussi pareil des séries qui correspondaient à des jeux vidéo, des séries qui correspondaient à des films, etc. Tout ça cellophané, emballé avec. Donc on essaye chaque fois de trouver un petit peu des axes différents de ce qui n'existait pas et ce qui pourrait plaire évidemment aux lecteurs de comics ou autres, parce que c'est toujours assez amusant d'avoir le comics d'un côté et le film de l'autre. Donc, alors c'est pas possible pour tous les films, parce qu'il y a des réalisateurs plus compliqués que d'autres, mais quand on peut, on le fait. Et puis il n'y a pas longtemps, on a commencé les chroniques, les fameuses chroniques pour Batman, les chroniques pour... Ça, c'est formidable parce que ça permet aux gens qui ne lisent pas en anglais d'avoir accès à, comme pour Superman, là, ça commence avec la run de John Byrne avec The Man of Steel en français. Ouais, incroyable cette série-là. T'es demandé depuis longtemps. Et c'est tellement facile à vendre, j'en parle depuis longtemps, il me dit quelle bonne histoire de Superman, puis là je dis ben là le 10 ans, de Man of Steel jusqu'à la mort et le retour de Superman, c'est un 10 ans de Superman qui est vraiment bon, puis là vous offrez le début. Puis vous continuez avec justement Batman et avec justement Flash qu'on a reçu pour la run de Mark Wade. Là, ouais, exactement, qu'on nous réclamait aussi, donc voilà, qui démarre. Et puis la Justice League aussi, on a fait. Oui. Donc voilà, on essaye aussi d'expliquer puis de montrer effectivement les runs mythiques, on va dire, qu'il y a eu dans... Alors, on les a pas fait au départ parce que c'est long, souvent, mais ça vaut le coup de les connaître et de partir là-dedans. Si on a un peu de temps, évidemment, parce que c'est assez épais. C'est très épais, mais ça vaut le coup. Et une fois plongé là-dedans, on n'en sort pas. Là. Exactement. Donc, ça a été fait pour ça. Donc comme ça, on peut s'adresser à des collectionneurs ou des gens qui connaissent très bien. On peut s'adresser avec Nomade à un public plus large. On peut s'adresser à des plus connaisseurs. Enfin, il y a tout type, on va dire, entre guillemets, de comics issus de DC qu'on a voulu développer et améliorer sur le sol français, y compris par exemple Kirby, qui nous semblait sous-valorisé, on va dire, à minima, et dont on a édité tout ce qu'il a fait, quasi, donc, y compris Loser, etc. Donc il y a ce travail-là que l'on fait et dont on conserve, parce que c'est pareil, on peut trouver toujours nos titres, même des années plus tard, ils sont toujours en stock. Voilà. C'est pas l'édition. Alors ça peut arriver la rupture. Hein, des ruptures, oui, c'est normal. Mais on imprime systématiquement. Ce que font pas, par exemple, les Américains, ou très peu. Non, parce que souvent, comme justement en ce moment en anglais, la run de Flash de Mark Wade, elle n'est pas disponible. Ouais. J'ai des clients qui l'ont précommandé, que j'ai même pas pu leur livrer. Et je sais même pas s'ils l'auront vraiment. C'est une autre politique commerciale. C'est pas tout à fait pareil. Mais voilà. Donc nous, quand on leur dit on aimerait faire ça, ils sont des fois surpris. Mais beaucoup ils chercher des trucs. Mais voilà, c'est un plaisir de les lire et puis Là, on a des grands formats qui sont à la hauteur des albums, je dis ça, mais c'est plutôt ça, des albums de BD européennes, de BD franco-belge. Donc on met du format, enfin du contenu américain dans ce format-là. On en fait vraiment une bande dessinée à l'européenne et ça fonctionne très bien. On a eu vraiment des gros succès sur des titres comme Toutes les morts de Leila Starr, qui a été vraiment le premier roman graphique dans cette collection-là, les grands formats urbains, qui a vraiment explosé. On a su qu'on dépassait en fait le cercle des premiers lecteurs qui constitue, on va dire, un bon an, mal an, 4000, 5000 lecteurs qui lisent régulièrement de la BD américaine dans le format américain. Mais on sait qu'avec notamment Layla Starr, c'était également le cas avec The Nice House on the Lake, qui a été un énorme carton, amplifié par le prix de la meilleure série à Angoulême qu'il a reçu en 2024, donc là cette année, en janvier dernier. Ça a vraiment révélé ce format-là, ce grand format qu'on a vraiment, dès le départ, en fait, conçu comme un espèce de cheval de Troie, pour que nos lecteurs de bande dessinée européenne, qui souvent ne lisent que ça et ne mettent jamais un seul pied dans les librairies, enfin non, pas dans les librairies, mais dans les rayons comics, vraiment de BD américaines, ben là, en fait, se mettent à lire de la BD américaine sans savoir que c'en est. Donc on se rend compte que ça fonctionne de mieux en mieux. Et à côté de ça, effectivement, il y a de l'indé aussi. Parce qu'il n'y a pas que les super-héros. Non. Il y a aussi un tas de productions qui existent, énormes, et par plusieurs petites sociétés, petites, pas toutes, mais comme Image, comme Dark Horse, comme Boom, etc. Et dans lesquelles on peut mettre en avant aussi tout ce qui existe à côté, et avec des très très bonnes histoires. Et la première fois qu'on a démarré dans l'indé, nous, entre guillemets l'indé, c'était avec Saga.
Oui, incroyable histoire. Puis là, d'ailleurs, on a reçu les 2 premiers tomes en 2 pour 1. Vous faites encore des trucs comme ça aussi. Voilà. Ben, pour inciter les gens à dire, allez, je démarre une série. Ben oui, voilà. c'est tellement pas cher. Vous n'avez pas le choix de l'essayer, mais après ça, vous allez revenir. Voilà, donc c'est un peu dans, voilà, dans tous les sens, dans le sens de développer la culture comics, parce que souvent on s'imagine que le comics c'est que le super-héros. En fait, il y a énormément de choses qui existent aux États-Unis. C'est aussi riche, je dirais, qu'en France ou dans d'autres pays, avec une culture en Belgique, etc., au Canada. Et donc voilà, on est parti là-dedans et on s'amuse bien pour l'instant. Parce que depuis vraiment longtemps, de toute façon, ici à la librairie, en tenant l'américain, oui, j'ai une section Marvel, j'ai une section DC, mais j'ai une section indépendante. Parce que les bonnes histoires se font là. Il y a beaucoup de bons créateurs incroyables qui sont là. Oui, oui. Je vois d'ailleurs Junkyard Joe, qui est une histoire incroyable que j'en parle à chaque fois que ça sortait en anglais. Puis là, ils l'ont fait en français. C'est vraiment incroyable. L'avez-vous lu, Junkyard Joe? Non. Non, mais ça, c'est parce que, oui, il y a de la science-fiction, robotique, guerre, parce qu'on se retrouve dans le Vietnam, mais il y a une salutation, un hommage aux cartoonistes des années comme Schultz qui a fait Peanuts, ah, oui, tout ça. Parce qu'un des personnages survivants du Vietnam prend la vision qu'il a eue du robot et en a fait, je vais vous montrer, le monsieur est à la retraite, il vient d'arrêter de le faire, mais il fait ses pages dans le journal inspiré de ce qu'il a vu. Ah oui, ok. Fait que c'est un bel hommage à Schultz. D'accord, ok. C'est vraiment incroyable ce produit-là. Vous ouais. lirez. Je lirai parce qu'il y a le paradoxe, effectivement, on peut se dire, ah bon, mais il gère ça, etc. Mais c'est souvent le directeur éditorial en premier lieu qui les lit et qui décide de les publier, donc François Hercouet. Là, je viens de placer en précommande la fameuse série Transformers avec le pack mystère. Ah, super. J'ai déjà un client qui s'est sorti en Europe, je crois, ça. Oui, c'est sorti il y a 2 semaines. Ben, les fans là-bas en parlent déjà et en parlent aux fans d'ici et je reçois déjà de la précommande pour ça. Moi, je ne l'avais pas fait encore, la précommande dessus. Fait que c'est super bon signe. Puis j'ai eu aussi, sur les réseaux sociaux, j'ai vu que vous venez de faire de prendre les droits internationaux de Klaus de Morrison et Mora. Oui, tout à fait. Alors, on est le deuxième éditeur de ce titre-là qui avait déjà été édité par Glénat Comics. Et Oui. en fait, c'est une manière pour nous déjà de proposer une édition un peu définitive de ce titre-là. Et en fait, c'est surtout un titre qui se vend tous les ans, puisque Noël revient tous les ans. Et ce titre-là, c'est la véritable histoire du Père Noël, de Santa Claus, et avec une dimension beaucoup plus mythologique. Parce que c'est vraiment ce qu'amène Grant Morrison là-dessus. Et le dessin de Dan Mora qui est intemporel, qui est vraiment pour moi sans doute un espèce de Jim Lee des temps modernes, parce il a une cadence en plus phénoménale. Je ne sais pas quand est-ce qu'il dort. Mais je trouve, un sens de la composition. Ces personnages sont ultra modernes. C'est pour moi vraiment ce que le comic de super-héros peut produire de meilleur, c'est qu'on a des personnages qui sont très positifs, qui sont très bien caractérisés. Quand il est allié en plus à des très bons scénaristes, en ce moment il travaille beaucoup avec Mark Waid. C'est vraiment formidable. Et le boulot qu'il avait fait avec Grant Morrison sur Klaus, pareil, c'était très très lumineux. Enfin, vraiment, je trouve que c'est un des très bons ambassadeurs de la bande dessinée américaine. Donc, vous lisez beaucoup, vous êtes toujours à l'affût de nouveaux projets, de nouveaux éditeurs américains pour embarquer dans votre sélection. Exactement, ouais. Je lis beaucoup, ouais, c'est de la veille. Alors, c'est pas, on va dire il y a rien c'est pas vraiment un travail. En fait, c'est ça, comme je dis souvent, il n'y a pas de lundi matin, quoi. C'est quand on ramène du boulot, c'est des comics à lire, quoi. Donc ça reste, ça reste toujours super chouette. Et c'est vrai que il peut y avoir, parce que mine de rien, une tâche répétitive pour finalement lasser, mais c'est vrai que la passion fait on est toujours en fait à l'affût de la première. Comment dire, de ces contenus en fait qui vous filent les frissons, même encore après 20 ans en fait passé à le faire. Et de manière professionnelle, c'est jamais pareil que de lire une BD de manière détendue. Mais là notamment, enfin, on parlait tout à l'heure de Transformers, et on y est allé parce que pour moi, ça a été un peu une claque. Bon, déjà, Daniel Warren Johnson, c'est un auteur qu'on suit depuis longtemps et qu'on a adoré il avait fait le Wonder Woman Dead Earth chez DC, dans le Black Label. On avait pu faire Duo Powerbomb également.
On avait aussi publié un récit qu'il avait fait avec Donny Cates en indé, un truc un peu plus indé justement. Mais je trouve qu'il y a une vie, enfin, son dessin n'est, enfin, pour moi, n'est pas qualifié de joli, on va dire dans les canons esthétiques modernes, mais il y a une vie dedans, il y a une prouesse, ça vibre vraiment. Et quand j'ai lu du coup Transformers, et avant Bob Void Rivals, et quand du coup j'ai découvert Oui. un petit peu l'ampleur que Robert Kirkman allait donner à cet univers partagé qui est l'Energon Universe, puis là il y a un truc, en fait, je suis à nouveau excité en fait. On, je dis ça en rigolant, puis j'en parlais aussi avec les collègues il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait on en est à demander les PDF à Skybound, qui est l'éditeur des titres Transformers et Void Rivals, sous couvert de oui, oui, c'est pour les envoyer en traduction. Non, c'est d'abord pour les lire en fait, parce qu'on est vraiment accro. Et ça fait très très longtemps, moi, que j'ai pas eu cette envie en fait, de lire tout de suite quand c'était disponible la suite des aventures. Je trouve qu'il y a un univers, un nouvel univers partagé qui naît sous nos yeux. C'est quelque chose d'assez rare, hein, parce que DC et Marvel sont très installés à ce niveau-là. Il y a eu les univers aussi de Valiant, il y a un petit moment qui avait redébuté. Mais vraiment des univers partagés, qui vont partager du coup la même mythologie, et en plus dedans on va injecter des licences bien connues. Alors moi à titre perso, j'ai joué pas mal avec des Transformers quand j'étais gamin, mais j'ai jamais continué là-dedans. Enfin, je me souviens très bien des dessins animés, pareil pour G.I. Joe, mais je veux dire, j'ai pas lu de comics. Transformers ou G.I. Joe, j'aurais pas non plus OK. j'ai pas non plus cherché à les éditer avant. Mais là, le fait que Robert Kirkman arrive avec cette ambition, avec cette structure, d'avoir quelque chose qui va dérouler et qui va nous en mettre plein la tête, on sent que tout le monde s'amuse à tous les niveaux. Enfin, que ce soit eux au niveau des architectes en fait, de cet univers-là, les artistes, les scénaristes, et nous, éditeurs, on est comme des gamins. Enfin, on parlait tout à l'heure du pack mystère. C'est vraiment, on est en fait d'une réunion qu'on a tous eu en disant voilà, on est tellement excités sur le contenu qu'il faut qu'on réussisse aussi à transmettre un petit peu de cette excitation au public et au lecteur. On se dit, bah, qu'est-ce qui pourrait générer cette excitation? Bah, c'est peut-être voilà, le côté mystère de... On a en plus plein de couvertures variantes avec plein d'Autobots et de Decepticons à révéler, avec des super dessins de Jason Howard sur fond blanc qui font comme des cartes à collectionner. Et il y avait un truc, et on s'est dit, ah putain, peut-être qu'on pourrait, pardon pour le gros mot, mais on pourrait rajouter un truc en plus. C'est que, imaginons, on met des cartes super rares dedans, des couvertures qui soient dessiné par Daniel Warren Johnson directement sur la couverture. Et ça, Oh. on a réussi. Dans les packs mystères, il y a 3 exemplaires complètement uniques d'un dessin original de Daniel Warren Johnson qu'on lui a envoyé. On lui a envoyé les plats de couverture. Il nous les a renvoyés. On a renvoyé ça chez l'imprimeur et ça a été ensuite mis sous pack. On vous promet qu'on n'a pas gardé un seul exemplaire pour nous. Et en France, on a déjà eu un exemplaire là qui a été un dessin original qui a été trouvé. Qui a été trouvé. Wow. Ouais. Donc il en reste 2. Donc voilà, tous les espoirs sont permis. Formidable. Moi, j'ai eu cette même, ce que vous me parliez, que vous avez vécu pour Transformers, cette nouvelle étincelle-là, je l'ai eu pour l'univers de Junkyard Joe. Ah oui, ouais, À ouais. chaque semaine, à chaque vidéo, avant de produire chaque vidéo hebdomadaire, je me devais de lire le numéro au complet pour partager mon enthousiasme. Ah ouais. Et là, ce qui est chouette, c'est que en plus, Geoff Jones a vraiment passé la seconde. Ils ont sur cet univers-là, ils ont bah, depuis Redcoat, donc qui est le prochain titre. Il y a la nouvelle série Geiger qui est en cours de développement, en cours de publication. Là, il y a 2 numéros de sortie. Ouais, tout cet univers-là, pareil, on parlait d'univers partagé avec Energon. Donc là, on se retrouve également avec un autre univers partagé, en plus d'autres titres qu'il va cornaquer. Donc oui, oui, Geoff Jones, ouais, en bâtisseur d'univers, il est pareil, c'est du solide. C'est pour ça que moi, des fois, j'ai pas le temps de tout lire. Alors, des fois, je les lis après coup. Mais pas d'excuse, parce que ça m'arrive régulièrement. Il y a tellement de publications. On essaie de pouvoir présenter tout. Puis je suis le premier à dire aux clients, ah, je ne l'ai pas encore lu, j'ai pas eu le temps. Aucune gêne là. Voilà, mais bon. Vous avez du travail. À quoi ressemble une journée typique quand vous rentrez au bureau? Ou travaillez-vous à distance? Ou Non, non, au bureau. Au bureau. Et bah, une journée typique, c'est souvent, on a des réunions régulières pour voir ce qu'on peut faire, des réunions éditoriales, des réunions de fabrication, des réunions de commerciales, etc., etc. C'est un peu la journée typique. Et puis gérer quand il y a des problèmes. Hein, parce que... Ben ça, il y en a toujours. On peut songer tous les problèmes qui peuvent arriver tout à coup, parce que ben, c'est la vie, c'est comme ça. S'il pouvait être, souvent c'est limpide, mais des fois il y a des petits couacs. Donc voilà, donc moi je gère l'ensemble de ça et toute l'équipe, on va dire urbaine,
Fait qu'autant du point de vue des ententes commerciales avec les franchises, autant du point de vue des imprimeurs. Exactement, autant avec les licenciés, parce qu'il faut tout soumettre, il faut tout avoir un accord. Systématiquement d'ici, rien ne sort en publication s'il n'y a pas l'accord de d'ici. Jamais. Et donc des fois c'est plus long à expliquer pourquoi, comment. Maintenant, quand on avait fait le noir et blanc, je ne comprenais pas pourquoi on voulait mettre en avant de... Ah oui, il y a une certaine résistance. C'est pas une résistance, c'est une non-compréhension. C'est-à-dire, ils disaient, mais pourquoi faire en noir et blanc alors que nous on a fait les couleurs, tu vois. Ils ne comprenaient pas ce que, on va dire, nous on a un peu plus la culture, on va dire, de l'auteur lui-même que plus du personnage, voilà. Donc là c'est vraiment une question de culture qui est différente, mais qui, voilà. Et eux c'est vraiment le personnage mis en avant. Nous c'est plus l'auteur qui est mis en avant. Oui. Voilà. Donc il y a toujours ce petit schisme, voilà. Et puis des discussions avec les commerciaux, est-ce qu'on va mettre tant en place, quel titre on va plus pousser que d'autres, etc. Et leur expliquer aussi, parce que quand il y a dans les réunions qu'on fait des présentations, leur dire ce titre-là est bien parce que, enfin voilà, tout résumé, tout ça. Donc c'est un peu, ma journée c'est un peu tout ça. Voilà. L'homme heureux c'est François Hercouet, puisque toute la journée il lit. Oh, formidable! J'exagère s'il m'entend, il va. Mais en tout cas, il fait son choix, on va dire, dans tout ce qui existe, donc il en lit beaucoup, beaucoup quand même. Et c'est à lui de dire ça, je le sens bien, ça, machin, voilà. Et de le publier dans ces cas-là, surtout en Inde. Là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, donc c'est à lui de faire le tri dans tout ça. D'accord. Voilà. Mais on fait des métiers de passionnés, donc. Ben oui. Voilà, c'est plutôt agréable. On va pas se plaindre. Ah, ma journée. Alors, du coup, c'était une journée de télétravail. Donc, ça a été moins. J'ai peut-être eu moins d'interruptions que d'habitude. C'est vrai que quand on est au bureau, ben, moi, je suis là, en fait, pour répondre à toutes les questions. Je suis là pour trouver des solutions, ou du moins aider toute mon équipe à trouver des solutions. Et c'est un petit peu mon travail au quotidien. C'est un petit peu de manager l'ensemble de l'équipe. On est une dizaine de personnes chez Urban, dont on est quoi, 4, 5 à l'éditorial. Et OK. c'est vraiment là-dessus, moi, que j'ai une expertise et que je peux aller, je peux aller trouver ces solutions. Et en fait, ma journée, bah, ça a été pas mal de relecture aujourd'hui. Présentation aussi d'un séminaire commercial qui a lieu demain, que j'ai pas, d'ailleurs, je n'ai pas fini de le préparer. Qu'est-ce que ça a été? C'était également de rentrer en contact avec des auteurs avec qui on a des projets plutôt bien avancés qui nous sortent un petit peu de l'adaptation de comics. Donc, ouais, non, non. C'était un lundi ouais, bien occupé. Pour terminer, il y a des nouveaux projets, des nouvelles lignes qui s'en viennent que vous pouvez annoncer ou pas? Alors on peut annoncer qu'on est en discussion avec DC sur le fait de pouvoir développer des mini-histoires avec des auteurs franco-belges. Oh! Voilà. Ça, c'est le fun! Voilà. Oh Voilà. oui, oui, c'est intéressant Donc, ça. mais c'est à l'état de discussion pour l'instant. Mais on va voir. Voilà, Faire un peu ça comme peut les albums, aboutir. mettons, comme les albums qui ont continué les Achille Talon et les Astérix avec d'autres auteurs, C'est ou ça, même les albums hommages Spirou. Exactement, voilà, Mais- exactement. Mais alors, ça serait pas des séries, hein, ça serait que des one-shots ou des diptyques. Et donc des histoires complètes, évidemment toujours validées par DC et compagnie, mais réalisées par des auteurs plutôt. Oui, c'est ce que Paul nous racontait justement. Vous allez faire des productions de DC Comics avec des artistes locaux. Ouais, ouais, tout à fait. On va lancer du coup. Alors, je peux pas encore le dire. Ça reste top secret pour l'instant. Mais oui, pour parler, c'est en travail même depuis quelques années, hein, parce que c'est des choses qui se font vraiment pas du jour au lendemain. Et là, oui, on va pouvoir. Il y avait déjà eu un précédent avec le Batman de Marini. Ah oui, C'était en 2017-2018, je sais plus exactement. quel Et incroyable projet. ouais, ouais, c'était un diptyque assez fameux. Et puis, bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui, en plus d'ici, de son côté, sur son marché, avait pu aussi revendre. Donc, c'est toujours l'idée, hein, c'est vraiment qu'un projet ne soit pas bah, à nous profiter à nous seuls, mais qu'on puisse en faire bénéficier l'ensemble aussi des autres licenciés. C'est en général comme ça qu'on réfléchit quand on crée même des concepts éditoriaux, des éditions noir et blanc, par exemple, que DC a pu reprendre, mais d'autres éditeurs étrangers de DC Comics ou des anthologies. Les anthologies, c'était vraiment les premiers livres que l'on a conçus, qu'on a créés à partir du matériau de DC, et qui était un concept qui était inédit en fait chez eux, et qu'ils ont pu
exporter je crois qu'on a une version coréenne, une version japonaise, chinoise, allemande de ces anthologies autour à chaque fois d'un personnage de DC. Donc on est à chaque fois dans ouais, dans cette volonté de trouver des idées qui pourront également servir à tous les autres licenciés de DC. Et la création fait également partie à ce même titre. Enfin, on pense qu'en tout cas, il y a une spécificité française, ou en tout cas européenne, à ce qu'on va faire, parce qu'on va travailler avec un scénariste français et un dessinateur espagnol. Mais on va dire que les codes sont les mêmes, les personnages sont les mêmes, ce sera quelque chose de complètement adapté à l'ensemble des marchés. Je vais juste vous dire, on a un auteur jeunesse très prolifique ici, qui s'appelle Alex A. Ouais. Son rêve, c'est de faire du Superman. Je vous dis ça comme ça. D'accord, bah, écoutez, je le note, très bien. Voilà, et donc c'est ce qui est un peu en discussion. Donc c'est pas abouti, mais voilà. Ben, François Hercouet, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. On a Merci. dit qu'on se tutoyait, raté. Ah! On va faire une bonne fin. Mais merci beaucoup. Merci pour beaucoup. l'entrevue. Merci pour Merci tout. d'avoir pris du temps. Un plaisir puis, de vous avoir rencontré. Volontiers, pareillement. Et puis à bientôt si vous venez sur la France. Il ne Formidable. faut pas hésiter. Vous viendrez voir visiter le chaudron. Tout Oh. se passe. C'est noté. Voilà. C'est noté.